Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bienvenue aujourd'hui sur notre podcast où j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui notre nouvel invité Amine, qui fait partie de notre mosquée, qui est aussi dans le comité de la mosquée et qui fait un magnifique métier. Et on a l'honneur aujourd'hui qu'il nous présente son bon métier. Barakallahu fik pour l'invitation. Salam alaikum à tout le monde. Et merci encore une fois pour l'invitation, tout simplement. C'est avec plaisir. Alors frère Amine, si tu nous parlais un peu de ton métier. Alors moi, je suis infirmier. Je suis un infirmier assez polyvalent. Il y a deux branches surtout qui se distinguent dans mon métier. C'est la branche somatique, donc tout ce qui est soins généraux, donc pansements, injections, perfusions. Et il y a les soins psychiatriques. Moi, je fais les deux. Donc j'ai un passé qui est beaucoup plus porté sur la psychiatrie. Mais je suis assez bon dans les deux domaines et je travaille dans les deux types. Il me semble que tu es aussi indépendant, enfin tu es... Alors depuis peu, je me suis lancé en tant qu'infirmier indépendant. Alors je travaille pas encore à 100% pour mon compte. Ok, Mais Inch'Allah, dans le futur, j'aimerais bien pouvoir travailler à Inch'Allah. Et mon compte. tu es aussi sponsor du Oui, exactement, podcast. oui, oui, Ben frère, déjà merci beaucoup de sponsoriser notre magnifique je t'en podcast. prie. Je tiens à remercier tous les sponsors qui nous aident à développer ce podcast. Et puis frère Amine, c'est quoi le rôle aujourd'hui de l'infirmier? Alors le rôle de l'infirmier, ça va dépendre de plusieurs choses. Moi, là, actuellement, je travaille à domicile. Donc j'interviens chez des gens qui ont des problématiques au quotidien, mais Tu vas chez eux je vais directement? chez eux, exactement. Ok, L'avenir du métier, c'est ça. On développe les soins à domicile plus que les soins hospitaliers. ok. Donc, parce que en fait, ça coûte moins cher tout simplement à la société que quelqu'un reste à la maison qui est plutôt à l'hôpital. Et il y a cette partie-là. Puis après, il y a les soins en clinique, en hospitalier. On pourrait clairement dire que c'est deux métiers différents. Je suis désolé, j'ai Mhm. entendu que tu as dit que ça coûte moins cher. Ok, Je sais pas, moi je trouve un peu tabou de parler d'argent et de santé. ok. Je sais pas toi ce que tu en penses. Ça a toujours été quelque chose pour moi que pour la santé, faut pas compter. Mhm. Tu vois, surtout qu'on est en Suisse. Alhamdoulilah, on a beaucoup de chance, on est dans un pays qui fonctionne bien. Mais je sais pas, peut-être tu peux m'éclaircir. Ça coûte autant cher que ça de garder quelqu'un, enfin, une personne âgée qui est à l'hôpital, qui a besoin d'être à l'hôpital. Pourquoi on la garderait pas à l'hôpital? Alors, les soins hospitaliers, ça coûte cher aux assurances. Ok. Et tu dis que c'est tabou de parler de santé et d'argent, Je trouve. Après, ouais. c'est une opinion, hein. Mais nous, au contraire, nous les infirmiers et je pense les médecins aussi, Mhm. on travaille que avec ça. Nous, par exemple, notre métier il devient de plus en plus administratif. On doit rendre de plus en plus de comptes aux assurances, faire attention à combien on facture, faire attention à comment on gère le temps chez nos patients parce Ok. on facture en fonction du temps qu'on passe. Dans les hôpitaux, ça se ressent un peu moins, mais ça commence aussi à s'instaurer. Ça se ressent beaucoup plus dans certains EMS, par exemple, des établissements médico-sociaux pour les personnes Mhm. âgées. Et du coup, pour nous, c'est pas vraiment tabou. En tout cas, moi, ça l'est plus de parler d'argent et de santé. Ok. On est dans un pays où les soins sont payés à la fois par le contribuable et par les assurances. Bien sûr. Contrairement, par exemple, à la France, où en France, on n'a pas du tout l'habitude de parler d'argent et de santé. Ouais. Euh, Bon, Moi, je trouve que c'est bénéfique de après, parler de oui, moi, santé dans le et sens où d'argent. tant mieux qu'on décharge un peu les hôpitaux et Mhm, puis les EMS, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aller à l'hôpital. mhm, Des fois, les hôpitaux sont surchargés. On a ce cas à Sion où, typiquement, tu vas aux urgences, mhm. c'est plein, c'est Bien sûr. impressionnant. Et justement, tu as parlé de la France. Comment est le métier en France comparé à la Suisse? Enfin, le métier d'infirmier. Alors, juste peut-être pour finir sur ta question Ouais, précédente, je dirais juste que les soins ambulatoires, donc les soins à domicile, ça a vocation, parce que ça coûte, enfin, c'est important parce que ça coûte moins cher, mais c'est aussi important, pardon, parce que les gens préfèrent être soignés à domicile. Moi, oui, si demain j'ai un problème, je préfère largement qu'on se déplace chez moi plutôt que de passer une semaine
dans un hôpital ou dans une clinique. Bah justement, toi, Ouais. tu sais, par rapport à mon grand-papa, ma grand-maman, que j'avais pris la Bien sûr. décision de les garder à la maison jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que c'était top pour moi d'avoir, j'ai eu la chance d'avoir une infirmière qui venait nous rendre visite, où je pouvais poser mes questions, elle faisait les soins à mes grands-parents, etc. Et c'était beaucoup plus facile pour nous, et je pense aussi que c'était très bénéfique au sens moral et psychologique pour mes grands-parents, puisqu'ils ont pu être, on a toujours été proches d'eux, même quand c'était très difficile, les petits-enfants, etc., etc. Et je trouve magnifique ce côté humain, ce contact humain. On essaie de garder les personnes âgées à la maison. C'est quelque chose qui me tient très à cœur, comme tu sais. Et puis franchement, bravo, bravo. Bravo à toi. On essaye en tout cas de faire notre maximum. Après, dans certaines situations, on peut pas. Moi, Oui. plusieurs fois, ça m'est arrivé d'hospitaliser des personnes parce que on n'avait plus le choix. À domicile, on trop est très vite compliqué, limité. oui. On est très vite limité. Puis, il y a cette barrière-là aussi entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Mhm. Moi, souvent, ce que je vois dans les soins à domicile, et surtout en Suisse, je le vois beaucoup, c'est les familles. Elles ont, alors surtout dans nos communautés à nous, hein, je parle pas peut-être Ok. dans les communautés européennes, Ouais. mais les communautés, en tout cas la communauté musulmane, on n'a pas tendance à vouloir hospitaliser nos parents Nos ou proches, ouais. nos proches. Et ça fait que il y a quelque chose qui va s'installer avec le temps. Et ce que je vois beaucoup, moi, c'est que sans le vouloir, les gens deviennent un peu maltraitants. Du Dans quel fait que, sens? dans le sens où, par exemple, on va. Une prise en charge, elle est lourde. Oh, Une prise en bien charge sûr. lourde, elle est lourde. C'est très Déjà, dur. pour nous, les soignants, c'est pas notre quotidien tout le temps. On va rentrer chez nous, Oui. on va se reposer, on va lâcher tout, mais on se rend compte que c'est lourd. Oui. Pour les proches qui sont là au quotidien, H24 avec la personne et tout, psychologiquement et physiquement, ça l'est encore plus. Bien sûr. Et comme nous, dans notre communauté, on n'a pas cette facilité à lâcher prise et à se dire, bon, ok, là, il faut hospitaliser ma mère ou il faut hospitaliser mon père, on va avoir tendance à rester avec eux, à essayer de faire le travail nous-mêmes. Ouais. Et indirectement, on va devenir maltraitant parce que la charge de travail va devenir trop dure et on va pas avoir les compétences, le temps et on va avoir beaucoup de fatigue qui va s'installer. Et du coup, ça va finalement tirer vers le bas, ouais. Puis vers le bas. Ouais. Et la prise en charge, elle sera pas adéquate. Et malheureusement, ça finit par se transformer très souvent en maltraitance indirectement. Indirectement, c'est pas intentionnel. Sans qu'il le veuille, ouais. Sans qu'il le veuille, ouais. À quelque part, je me retrouve dans tes paroles parce que moi, ma grand-mère m'a eu l'Alzheimer jusqu'au stade final. Mon grand-papa a eu beaucoup, beaucoup de problèmes cardio-respiratoires, enfin, les poumons, etc. Et il avait l'oxygène à la maison, il fallait lui faire le bain, etc. Et c'est vrai que, déjà, de un, j'encourage tout le monde à garder ses parents. Bien sûr. J'encourage tout le monde à garder ses parents à la maison, pouvoir être là pour eux. Je pense, pour moi, c'est une obligation. C'est une obligation de faire le maximum qu'on puisse les garder à la maison, parce que je l'ai fait moi-même. Alors, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de choses qu'on laisse de côté, mais au final, la récompense, tu sais, quand mes grands-parents ils sont décédés, qu'Allah leur accorde le paradis, je me suis senti libéré. Je me suis senti libéré dans le sens où je me suis dit, j'ai tout fait pour eux. J'étais jusqu'au bout, j'étais là jusqu'au dernier moment. Est-ce que j'ai été parfait? Je pense pas. Qu'Allah m'en pardonne, que mes grands-parents pardonnent. C'est vrai qu'il y a des jours où tu arrives au bout, tu as tous les problèmes externes. Tu arrives à la maison, tu dois encore t'occuper. C'est pas comme tu t'occupes des enfants. Personne malade, tu sais mieux que moi. C'est très compliqué. Et c'est si on peut donner un conseil aux gens qui prennent cette magnifique décision de les garder à la maison, faites patience. Et si vous voyez que c'est trop dur, demandez de l'aide. Demandez de l'aide et des bons conseils, j'imagine. Moi, je dirais même plus. En fait, n'attendez pas que ce soit trop dur pour demander de l'aide. Vous avez le droit. Les prises en charge sont 100% remboursées par l'assurance. Et il faut instaurer ça dès le début. Dès qu'il y a des difficultés à la maison ou qu'il y a une prise en charge médicale, il y a des gens qui sont formés pour ça, qui vont vous soulager et qui vont vous apporter une aide inestimable. Vous avez votre travail, vous avez vos enfants peut-être, vous avez votre famille aussi, un autre rôle à prendre en compte. Bien sûr. Vos parents ou n'importe qui, hein, ça peut être quelqu'un, un proche malade, un enfant, un frère, je sais pas qui. Oui. C'est une charge en plus supplémentaire et il y a des gens qui sont là pour s'en occuper, pour vous accompagner. Typiquement, un truc tout simple qui m'a beaucoup aidé moi personnellement, c'est que déjà quand tu
tu as des gens malades à la maison, tu dois t'occuper, tu sais pas vers qui tourner, tu sais pas Mhm. ce que tu as le droit, tu sais pas Bien ce que sûr. tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et pour le bain, c'était extrêmement compliqué. À chaque fois, c'était extrêmement compliqué. Jusqu'au jour, on m'a dit, ouais, mais tu connais un ergothérapeute. Je dis, mais un ergothérapeute, c'est quoi Mhm. ça? Ouais, ouais. Jamais entendu parler de ça. Il a changé mon Bien sûr, quotidien. bien sûr. Mais sincèrement, il a changé mon quotidien. Il m'a donné une planche pour le bain, etc. C'était tellement plus facile après. Ouais, Et, et je me suis dit, c'est tellement ridicule parce qu'en fait, on se renseigne mal. Dans nos communautés, c'est souvent un peu tabou, tu vois, d'aller appeler des gens pour s'occuper de ses parents, Mhm. etc. Et je trouve ça dommage. Au contraire, faut appeler, Bien faut sûr. trouver des solutions. Si on prend cette décision, cette magnifique décision de les garder à la maison, mais de le faire de manière convenable et Exactement. bien, pour Mm. que la personne soit bien. Moi, je dirais surtout les soins à domicile, dans ces cas-là, ça a vocation de faire en sorte que les mauvaises choses, on va dire la maladie, ce soit à nous les soignants de la prendre en compte pour que vous, ça vous dégage du temps pour passer des bons moments avec eux. Bien sûr. Si tu es tout le temps en train de devoir faire la toilette à tes proches, lui donner les médicaments, s'occuper vraiment de sa maladie, tu prends plus le temps de rester Pour avec elle. toi-même, bien Moi, je sûr. le vois tout le temps dans les familles. Et j'ai ma mère aussi, hein, je pourrais prendre l'exemple de ma mère avec Mhm. mes grands-parents. Finalement, ils sont tellement pris dans les soins que ils prennent plus le temps, ne serait-ce que de Ils se soignent discuter. plus eux-mêmes. Mais Enfin, ils même prennent plus de soin d'eux-mêmes. la Oui, relation, elle est biaisée bien parce que sûr. ils sont tout le temps dans les soins. Et puis tu vois ça comme la personne, finalement, pour toi, ça devient une charge. C'est Oui, plus ton père, c'est plus ta mère, c'est une charge. ouais. Et ça, moi, vraiment, dans mon métier, je fais en sorte que ça n'arrive pas. Parce que si le lien, il est rompu à ce C'est niveau-là, triste. c'est triste. Et puis Ouais. finalement, les derniers instants avec tes parents ou quoi, tu t'en profites pas. T'en profites pas et Non. t'as tout à fait Ouais. raison. Et Et ça, puis, c'est important. Ouais. franchement, moi qui ai été touché par ce cas, vraiment qu'Allah te récompense parce que c'est un métier magnifique. Bien Et sûr. surtout si tu peux aider, contribuer à des enfants qui prennent cette décision ou des papas voilà, Mhm. qui veulent garder un proche à la maison, ben, bravo à toi, frère. Si on parlait un peu de ta première expérience dans un hôpital ou sur le terrain, ça j'aimerais bien savoir de toi. Ouais, alors, ok. Moi, il faut savoir que j'ai fait mes études à Marseille. Alors, le monde à Marseille, C'est pas la même chose ça n'a qu'ici, hein. rien à voir avec le monde entier. Ouais. Vraiment. Les soins à Marseille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que je sais que déjà le français à Marseille, le français ici, on se comprend pas toujours. Vous avez aussi un Ouais, langage ouais. codé médical en France. Alors, bon, il y a énormément Façon de de parler, changements, je ne rigole, serait-ce que dans oui. les médicaments. Oui. Mais c'est vrai que Marseille, Vous avez pas les Dafalgan là-bas. on a le Doliprane. Voilà, le Doliprane. Le Dafalgan, si, c'est le nom, c'est le Oui. nom de la molécule. Ouais. Mais on a le. Ah non, pardon, c'est le paracétamol, le nom de la molécule, je dis des bêtises. On a le Dafalgan, oui, si on a le Ouais. Dafalgan. Mais on utilise du Doliprane. Parce que Ok. je crois que si je dis pas de bêtises, c'est une entreprise française. Et c'est ce qui est plus On répandu. consomme local. Exact, on consomme local. On essaye en tout cas. Mais pour revenir, le monde à Marseille, c'est différent. Moi, quand j'ai fait mes études, Marseille, c'est pour dire l'anarchie. Autant que ça. Ah, c'est l'anarchie dans les soins. Faut se dire hein, que là, en Suisse, les qualités de travail, elles sont exceptionnelles pour un infirmier qui vient de France. Ok. Et encore plus qui vient de Marseille. Moi, je me retrouvais dans un service, t'étais un infirmier, un étudiant pour 40 patients. 40 patients. Là, on finissait, je me rappelle, on finissait les soins d'hygiène, il était 14h d'après-midi. Ça veut dire que de 7h du matin, enfin toute la nuit même, hein, de 22h à 14h, si tu avais une personne qui malheureusement, voilà, une personne âgée, on peut dire par exemple, qui avait besoin d'être changée, elle n'était pas changée avant 14h. T'es sérieux? Parce que bah, par problème de, oui bien sûr, pour des problèmes d'effectifs, des problèmes de manque de moyens, ces choses-là. Ok. Ici, les soins d'hygiène, bon, alors déjà il y a les veilleurs et tout qui passent, donc ça c'est top. Parce qu'à Marseille, bah, quand tu as un veilleur pour 40 patients, il n'a pas le temps de passer dans les chambres, changer tout le monde. C'est impossible. Ici, déjà, tu as du monde. Aller à 10h30, grand maximum, tout le monde est lavé, tout le monde est changé. Je parle surtout pour les EMS. Ouais. Donc, tous les soins d'hygiène sont faits. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais en Suisse, on a de la chance. Oui. Et puis, la différence aussi en Suisse. Alors là, je parle beaucoup des EMS, hein, même si moi, ça n'a pas été ma vocation, mais c'est parce que ça parle à tout le monde, les maisons de retraite. C'est, on va dire, les services souvent les plus lourds. En Suisse, on a vraiment les moyens. Souvent, les personnes âgées ici en Suisse, elles demandent à aller en maison de retraite. Pas dans nos communautés à nous, mais dans les communautés européennes. Bien sûr. Oui, elles demandent. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a la solitude, le fait que bah, aussi les personnes elles sont beaucoup plus seules, les personnes âgées, mais aussi le fait que bah, elles sont bien. Ils sont bien les maisons de retraite en Suisse. En France, les personnes âgées, la maison de retraite, c'est la prison. C'est la prison, exactement. Ouais. C'est fou, hein. Mais
je tiens à dire que ça dépend des maisons de retraite. Il y a certaines maisons de retraite quand même en Suisse où la qualité de vie est exceptionnelle et d'autres, malheureusement, où ça l'est un peu moins. Mais ça, c'est chacun, ça dépend des moyens de chacun, Bien ça sûr, dépend bien sûr, de plein bien de sûr. choses. Puis, un moment marquant dans ta carrière, est-ce que tu as eu un truc que tu veux partager avec nous qui te reste Alors, encore gravé? moi, j'ai un parcours qui est beaucoup centré sur la psychiatrie. Alors toi, t'as que le bon côté de ça, hein? Alors, oui et non. La psychiatrie, c'est la maladie de l'âme. C'est ce qu'on peut pas soigner avec le physique. Ça veut dire, tu te casses un bras, tu vas voir ton médecin, On va te faire une radio. il te fait une opération, il te donne des médicaments, tu es soigné, tu reprends ta vie au quotidien. La psychiatrie, ça demande beaucoup plus de temps. Bien sûr. Ça demande, on soigne pas. Alors moi, je suis beaucoup dans la psychanalyse. Ça veut dire c'est soigner le patient pour soigner les symptômes. Ok. Dans le somatique, dans les soins généraux, c'est soigner le symptôme pour soigner le symptôme. Tu as un rhume, tu as mal à la gorge, on va te donner de quoi soigner ta gorge et tu vas plus te sentir malade. Moi, je vois ça dans l'inverse. C'est vraiment soigner le patient pour soigner le symptôme. Et pour ça, ça va être beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, ça prend du temps. Et en fonction des pathologies que tu as en face de toi, des fois, tu as des moments qui sont très marquants. Bien Moi, sûr. j'en ai deux en particulier qui sont très marquants dans ma vie. J'en ai une, c'était en début de carrière. Vraiment, quand je venais de commencer, t'es lancé dans le grand bain, tu sais pas trop Ouais. où tu vas. Et c'était, sans vouloir trop expliquer, rentrer dans les détails, Non. c'était des moments où j'ai été confronté à énormément de violence. C'était à Marseille, ça va vous faire la différence un peu, comme ça vous verrez. C'était un patient qui est arrivé aux urgences psy, donc les urgences psychiatriques, qui avait fait une tentative de suicide et qui s'était cassé les deux bras. Donc il arrivait dans le plâtre, avec les deux bras plâtrés, il s'était cassé les deux bras il y a peut-être moins d'une semaine. C'était quelqu'un qui était là, en tout cas ce monsieur-là, il avait très sympathique, mais quand il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il s'est montré très violent. Ok. Quand il s'est senti pas à son aise, quand il s'est senti voilà, qu'il n'était pas écouté et tout, ce qui peut être normal aussi, de s'agacer. Bon, après, la violence, ça ne devrait pas être acceptable. Mais du coup, cette personne-là, elle est arrivée dans le service et on devait l'emmener, je me rappelle, à l'hôpital psychiatrique. Puis elle refusait. Donc, nous, on a fait ce qu'on appelle en Suisse un PAFA. Donc, c'est une obligation de soins. Ok. C'est-à-dire, on estime que la personne, elle n'est pas en capacité De raisonner par elle-même. de Ouais. raisonner et de se dire qu'elle a besoin de soins. Donc, en fait, c'est un médecin, il va mettre un PAFA pour dire, toi, on va considérer que tu n'es pas en capacité de choisir pour toi et on va t'interner de force. Ça doit être compliqué à prendre comme décision. Ça, c'est très compliqué parce que du coup, ce qui s'est passé avec ce monsieur, c'est que on a dû l'interner de force, il n'a pas voulu, donc on a dû le contentionner de force, il avait les deux bras qui étaient cassés et malheureusement, ce qui a entraîné qu'en fait, on lui a recassé les bras. Donc en fait, il était déjà dans le plâtre, ses bras venaient à peine de sortir d'opération et il s'est retrouvé encore une fois à devoir retourner sur une table d'opération pour se faire opérer une seconde fois, justement à cause de notre intervention. Et ça, malheureusement, on n'a pas pu pallier autrement parce que le monsieur il a été très agressif et ça a fini comme ça a fini. Donc ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, la violence, elle est présente dans notre métier et il faut faire avec. Ah oui, moi, tu savais que j'étais sécuritas aux urgences pendant un petit moment. Et bien sûr, elle est très, très présente. Et puis, je pense que justement, un sujet que j'allais aborder, le Covid-19, après le Covid-19, il me semble, les gens sont devenus encore plus stressés. Alors, est-ce qu'on dit ça par un peu effet de complotisme, j'en sais rien, mais on dirait que les gens se sont un peu plus stressés vis-à-vis de la santé, etc. Typiquement aux urgences à l'hôpital, on a moins la patience, on est beaucoup plus vite irritable, les gens sont beaucoup plus stressés et ça mène des fois à des violences qui sont tristes. Et puis justement, j'allais en venir là, le Covid-19, comment ça a impacté ton métier? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, le Covid-19, ça a été l'époque où tout le monde pensait que ça allait révolutionner les soins. On s'est dit, bon, il y aura un après-Covid. Et cet après, les gens ils vont comprendre que les soins, c'est essentiel, qu'on doit vraiment respecter les soignants. Je dirais que ça n'a pas eu l'impact escompté. Ça n'a pas eu l'impact escompté. Il y a une époque, en arrière, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, le médecin, l'infirmier, c'était quelqu'un. Oui. Voilà, quand on allait chez le médecin, on allait chez quelqu'un, on le respectait. Bien sûr. Aujourd'hui, ça s'est perdu. Ça s'est beaucoup perdu. On dit le respect de la blouse, ça s'est énormément perdu.
On fait plus autant confiance à son médecin comme on le faisait avant. Et à juste titre, hein, les gens, ils ont besoin d'avoir plus de renseignements, de vraiment connaître leur médecin, de vraiment prendre le temps de Mais, comprendre ce qu'on fait pour eux. mais pour toi, est-ce qu'il y a eu... C'est quoi, depuis le Covid que tu dis que les gens font un peu Non, moins... ça c'était moi, je te parle vraiment avant. Ok, Après, il y a eu une époque avant le Covid où les soins, c'était, je dirais, vraiment... Le métier de soignant, il a perdu sa valeur. ouais, ça perdait de la valeur, exactement. Ça se Ok. détériorait. Les conditions de travail, la santé mentale des soignants, tout se Mhm. détériorait. Le Covid est arrivé. Il y a énormément de soignants qui ont pris très cher au niveau mental et au niveau Tu m'étonnes. physique, comme la population. Parce Bien qu'il y a sûr. eu énormément de travail. Bien sûr. On a dû prendre énormément sur nous et il y a eu beaucoup de collègues qui ont été malades, qui se sont mis en arrêt et du coup, Ok. on a manqué énormément de... Mais pendant le Covid, vous alliez quand même chez les gens à domicile Alors moi, pendant le Covid, je travaillais pas à domicile, donc Ok. je sais pas exactement comment ça se passait à domicile, mais en tout cas dans les cliniques, les hôpitaux, on a eu beaucoup plus de procédures, on a dû vraiment mettre en place des choses supplémentaires, ça nous a demandé des charges de travail énormes. Tu m'étonnes. Moi, je me rappelle, j'étais en Suisse à ce moment-là, mais en France, en tout cas à la télé, ça applaudissait les infirmiers quand ils rentraient. Et tout ça, après le Covid, on pensait que ça allait perdurer, finalement, ce respect qu'il y a eu. Ça n'a pas été le cas, Ah, mais je entre nous soit dirais. dit, à chaque fois que j'avais fait un test Covid, Ouais. on m'en filait le bâtonnet jusqu'en Ouais. haut là. Non, mais je rigole, Et mais maintenant, c'est triste parce que vous avez fait un travail énorme ouais, pendant le Covid. l'après-Covid, ça a laissé énormément de séquelles, que ce soit dans la population ou chez les soignants. Ok. Et je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui ont quitté le métier à cause de ça. Il y a beaucoup de soignants qui ont découvert d'autres voies, qui sont dirigés vers d'autres voies. Mhm. Ne serait-ce que par exemple, moi, à ce moment-là, je me suis plus dirigé vers la psychiatrie, vers le domicile, parce que bah, voilà, la clinique, l'hôpital, j'en pouvais plus. Ça nous a vraiment tous mis un frein vers ça. Ok. Et puis, il y a des gens qui eux, ont gardé leur place et qui ont trouvé dans le Covid une raison de plus de faire ce métier. Il y a eu du bon comme il y a eu du négatif, mais je dirais qu'il y a eu beaucoup plus de négatifs que de positifs. Mais en t'entendant parler Mm. comme ça, est-ce que tu motives toujours les gens à faire ce métier? Enfin, comment tu vois? Est-ce que si maintenant je te dirais, enfin, si mon fils viendrait te Mm. demanderait, écoute Amine, j'aimerais faire infirmier, Ouais. tu lui dirais quoi? Moi, je dirais que le métier d'infirmier ou le métier de médecin, en tout cas, c'est pas un métier. Bon, on est d'accord, on travaille avec l'humain. Oui, Chaque fois qu'on travaille avec l'humain, c'est compliqué. ouais. Moi, j'ai de la chance, je suis mécano. Moi, mes patients, ils parlent pas. Moi, je peux faire ce que je veux. Il va pas me répondre, ou il n'y a pas tout le contexte moral et tout l'intimité derrière que le médecin que vous partagez avec Mhm, votre bien sûr, ouais. patient, etc., que vous devez prendre en compte. Et ce qui, je pense, des fois, est très compliqué pour prendre des décisions. Alors, justement, moi, ton fils, par exemple, je lui dirais que s'il vient me voir avec c'est un métier passion, parce que j'ai Ouais. vu des séries à la télé, nana, je te dirais, c'est Laisse pas la vraie tomber vie. ça. Ouais. Ça a rien à voir. D'accord? Le métier d'infirmier, moi, j'avais commencé comme tout le monde, hein. Je m'étais dirigé dans ces eaux-là parce qu'on veut sauver des vies. Moi, j'avais fait beaucoup de secourisme et tout, donc je me suis dit, ouais, c'est dans ce métier-là que je veux aller. Et il y a une réalité, oui, on va sauver des vies, on aide des vies. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire ce métier. Le métier d'infirmier, c'est tellement vaste déjà. Il y a tellement Ok. différents corps de métiers au sein même du métier qu'un infirmier, il va pas faire la même chose qu'un autre. Moi, je ne Ok. fais... Mon travail n'a rien à voir avec celui de mes collègues, par exemple. Ok. Et donc, si quelqu'un vient et me dit ça, je dirais peut-être fais des stages avant. Va te rendre compte de la réalité. Ouais. Déjà, la première année, elle stoppe énormément de monde. En tout cas, en France. En Suisse, je sais pas exactement si ça se passe comme ça. Mais en France, la première année, elle stoppe énormément. Pourquoi? Parce que la première année, tu passes la quasi-totalité de tes stages à faire des soins d'hygiène. Donc, quand tu dois Ok. être occupé de la personne âgée qui, voilà, elle a passé la nuit, ou en tout cas, elle est remplie de sel parce que, bah voilà, elle a eu des soucis ou elle a des problèmes mentaux, pardon, qui font que, bah voilà, elle est dans un état insalubre et qu'il faut la prendre en charge. Bah, là, déjà, tu dis, est-ce que je suis capable de faire ce métier-là? Est-ce que je suis capable d'outrepasser mon dégoût vis-à-vis de ces Oui. choses-là pour me concentrer sur la personne et me dire, mais en fait, en face de moi, j'ai un être humain, j'ai pas quelqu'un, enfin, j'ai pas des selles ou j'ai pas de l'urine, j'ai vraiment un être humain qui est en détresse. Si Mhm. déjà, tu es capable de penser comme ça, alors peut-être que ce métier est fait pour toi. Peut-être, je dis, hein, pas Moi, forcément. justement, quand je m'occupais de mes grands-parents, j'y retourne. Mhm. Et
bah, il y avait ces épisodes-là où c'était un peu plus compliqué. C'est là que je me rendais compte, je me disais, mais subhanallah, les infirmiers, les médecins qui doivent prendre soin de ces personnes, que c'est même pas de la famille, c'est des gens totalement inconnus, c'est peut-être Mhm. la première fois qu'ils les voient, tu rentres dans leur intimité. Enfin, ça doit être compliqué de créer un lien avec Bien sûr. le patient pour pouvoir Ouais, justement ouais. rentrer dans son intimité comme ça, parce que c'est très invasif, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Et comment tu gères ça en fait? Comment tu crées ce lien? Je dirais que c'est de l'expérience. Moi, dans le lien, je suis assez bon parce que j'ai fait beaucoup de psychiatrie. La psychiatrie, c'est vraiment le travail du lien. Tu soignes à travers la confiance que le patient t'apporte. Tu peux pas soigner autrement en psychiatrie parce que bah, le patient, c'est lui qui a les clés en main pour faire ce qu'il veut. Un patient qui veut se suicider, par exemple, si on prend le cas du suicide, nous, sur quoi on va jouer, c'est sur le lien de confiance. Ok, je te fais confiance pour m'appeler si tu sens que c'est trop compliqué ou Ok, pour me dire si jamais il y a besoin. S'il n'y a pas ce lien de confiance, il t'appellera pas. ok. Ça veut pas dire que même s'il y a ce lien de confiance, il t'appellera pas. Enfin, il t'appellera. Moi, j'ai eu un patient avec qui j'avais énormément de liens. C'était il y a 3 4 mois en arrière qui s'est suicidé. Un patient de 18 ans, Subhanallah. 19 ans, pardon, qui s'est suicidé. Je l'avais devant, ben, je l'avais comme là, je te parle. Il était devant moi la veille avant de se suicider, tu vois. Puis on avait discuté, puis je voyais qu'il allait pas bien, il voulait pas être hospitalisé. Et je lui avais dit, écoute, on voit ton médecin le lendemain. Alors j'avais fait tout un cirque hein, pour l'hospitaliser ce jour-là, mais il refusait. Il voulait quitter la pièce. Donc moi, j'avais essayé de négocier avec lui, puisque notre métier, il faut énormément négocier. Oui, Et il voulait pas. Bon, il voulait pas. Du coup, on voyait son médecin le lendemain. J'ai dit, écoute, on voit le médecin demain. Alors, on fait quoi? On se laisse du temps. Ce soir, tu rentres à la maison, tu dors. Demain matin, je passe te voir. Et on fait en sorte que ça aille mieux. On discute avec ton psychiatre. Puis moi, le lendemain matin, je savais que je pouvais pas passer le voir trop tôt parce que j'avais d'autres patients. J'arrivais pas à le caler dans mes trucs. Donc j'ai envoyé une assistante en soins le voir à ma place très tôt le matin. Puis malheureusement, bah, il s'était suicidé dans la nuit. ah Ça ouais. a pas joué. Mais pourtant, moi, j'avais un très bon lien avec lui. Ça faisait un moment que je le suivais. Je le connaissais depuis longtemps. Plusieurs fois, on avait réussi je lui avais fait confiance, ça avait fonctionné. Et malheureusement, bah, des fois, ça fonctionne pas. Et ce lien-là, c'est vraiment avec ça qu'on travaille. Ça, c'est dans la Ok. psychiatrie. Maintenant, dans le somatique, bah oui, plusieurs fois, moi, j'ai dû intervenir chez des personnes voilà, qui m'ont appelé le jour même. Hein, parce que la personne, elle va pas bien. Par exemple, elle est constipée depuis 4 mois, 4 mois, pardon, excuse-moi, 4 jours. Ouais. Et, Ouais, 4 mois, ça aurait fait un petit et bout, oui, hein. depuis 4 jours, et ça va pas du tout. Puis, et voilà, et la personne, elle est là. Puis, ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, faut agir. Faut agir. Ouais. Et là, tu rentres vraiment dans l'intimité de la personne. Oui. Tu vois? Donc, et là, bah, ça passe direct. C'est se dire, ok, mais en face de moi, j'ai quelqu'un qui souffre. Tu vois? J'ai quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui va pas bien. La personne, elle s'en fout que tu ressembles à, je sais pas moi. Ouais, oui. Elle s'en fout que tu sois un homme, elle s'en fout que Une, tu sois une une femme. femme. La Faut que seule tu chose qu'elle l'aides. veut, c'est, elle a mal, faut que tu l'aides. Bah, bien Donc sûr. ça aide plus facilement à créer le lien parce que elle voit que ce que tu fais, c'est concret. Elle Oui. voit que ça va l'aider, que voilà, tu es là pour l'aider, pour l'accompagner, sa souffrance, tu la comprends. Ça simplifie. La psychiatrie, le lien, ça prend beaucoup plus de temps. Donc le somatique, moi, j'ai pas de mal à aider parce que les gens, c'est eux qui réclament. La psychiatrie, c'est beaucoup plus compliqué à créer ce lien. Ça doit être compliqué, ouais. Ouais, ouais, très très compliqué. Travailler avec l'humain, c'est pas facile en général. Ouais, Mais en non, tout bien sûr. cas, bravo à toi, bravo à tes confrères, si je peux dire ça comme ça, aux Ouais, autres ouais, infirmiers ouais. qui font ce magnifique métier. Et pour ceux qui sont, après ton discours, qui sont toujours motivés à aller dans cette voie-là, quel est ton conseil pour eux? Mon conseil pour les gens qui veulent faire infirmier Qui veulent travailler dans la santé, ouais, infirmier. dans la santé, moi je dirais la première chose c'est vraiment de prendre le temps d'aller voir les services, d'aller à la rencontre des soignants parce que il y a un côté qu'il faut comprendre qui pour moi était vraiment très dur dans le monde des soignants, c'est que c'est un monde où ça parle énormément. Ok, il y a les soins, il y a le côté soignant, mais Mhm. il y a le côté, le retour de la médaille. C'est que tout le monde, tous les soignants vous le diront, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de parler entre les soignants. Et ça, c'est un truc avec quoi il faut faire. Il faut savoir poser ses limites, il faut savoir ne pas Ok. raconter sa vie aux autres, il faut savoir prendre de la distance par rapport à ses collègues ou aux patients. Des fois, on peut être même amené à. Moi, j'ai déjà vu des infirmières qui ont raconté leur vie aux patients. Puis toi, Ouais, tu c'est passes pas après bon. eux et tu apprends que le patient, il connaît toute sa vie, tous ses problèmes, tu Ouais. vois. Et ça,
déjà, il faut savoir réussir à mettre des limites et poser de la distance avec ses collègues et les soignants et rester professionnel. Ensuite, je dirais qu'il faut savoir se rendre compte de ses fautes et se remettre en question au quotidien. Des fois, on est dans un monde où le monde n'est déjà pas facile. On a nos problèmes, on a nos difficultés. Et on peut avoir ce qu'on appelle des contre-attitudes. Ça veut dire que je vais chez un patient, puis ce patient, il me renvoie quelque chose qui ne me plaît pas ou qui me dérange. Tu vois ? Et ça, il faut savoir le mettre de côté pour être un bon soignant. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de te remettre en question au quotidien, c'est déjà... faut déjà se remettre se poser la question si c'est la voie qui est faite pour moi. Parce que tu vas avoir je sais pas moi, une jeune fille qui est devant toi et qui va te mettre en échec dans ta prise en charge parce que voilà, elle t'insulte ou alors elle te crache dessus voilà. Et puis toi, tu dois pouvoir te dire, ok, faut pas que je m'énerve. Faut que je puisse continuer à faire mon travail correctement parce que moi je te dis combien de fois j'ai eu des patients où avant d'aller chez eux je me disais mais j'ai pas envie d'y aller et ça faut être capable de le mettre de côté parce que tu sais que la prise en charge elle est compliquée, elle est difficile et si ça tu sais pas faire et que finalement à cause de ça tu dis non mais moi j'arrête la prise en charge, c'est pas bon c'est pas bon parce que ça va faire que se répéter dans le métier. Donc faut être capable de se remettre en question et de pas avoir de contre-attitude. Si tu es capable d'avoir ces deux choses là, déjà je peux dire que tu peux être un bon soignant, tu pourrais te diriger vers cette voie-là et être un bon soignant. Mon conseil, ce serait vraiment d'aller à la rencontre des gens, des services, de se former, de faire des stages dans différents services. Pas des services cool, tout le monde de faire les urgences et tout. Des services comme l'EMS, des services de soins à domicile. Là, on voit la vraie... les vraies facettes du travail. Les vraies facettes du travail, ouais. Frère, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur ce podcast. Je tiens quand même à remercier tous les infirmiers, tous les médecins, toutes ces personnes qui ont dédié leur vie à la santé, à aider nos proches. Merci énormément. Merci pour votre travail. Merci à toi. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager avec nous ? Un dernier mot. Alors oui, je dirais que le plus important, vraiment, c'est de faire appel. Perdez pas de temps à essayer de résoudre les problèmes par vous-même. Il y a plein de choses que vous avez le droit et nous, on se rend compte dans notre métier que les gens ne le savent pas. Ils sont mal informés. Ils sont mal informés, donc demandez à votre médecin, demandez aux gens que vous connaissez. Et un infirmier, c'est ça vraiment le but aujourd'hui dans le métier, ça se dirige vraiment vers ça, c'est de la coordination. Ça veut dire on est vraiment là pour vous aiguiller dans ce qu'il faut pour que tout soit fait de manière correcte et de manière optimale. Donc, n'hésitez pas à contacter les gens, ne serait-ce que pour des conseils ou des informations. Il y a énormément de choses qui sont possibles et juste les gens, ils sont mal informés. Merci beaucoup. Je vais profiter juste je crois que ton numéro de téléphone est sur plusieurs différents de nos groupes. Bien sûr. N'hésitez pas à l'appeler, n'hésitez pas à lui poser des questions. Et Inch'Allah, à tout bientôt pour un prochain podcast. Salam alaikum. Assalamu alaikum.